Et donc le règlement a considéré que tout ce qui était contrat de fourniture, de travaux, de prestation de services ou gestion d'équipements ou d'infrastructures ne devait pas bénéficier à des opérateurs russes. Bonjour, Sophie Pignon, je suis avocate en droit public depuis près de 25 ans maintenant. Je suis docteur en droit et enseignante à l'université de Nice-Sophia Antipolis en Master 2. Donc ma pratique est essentiellement du droit public de l'économie, orientée plutôt contrat complexe, en infrastructure et en tout ce qui est opération immobilière un peu complexe. Donc j'exerce au sein du cabinet Taylor Wessing depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Donc Taylor Wessing, c'est un cabinet international, full service, qui regroupe toutes les compétences juridiques nécessaires pour les projets de nos clients. Ok, donc ce règlement européen qui date d'avril 2022 a été pris dans le cadre du conflit avec la Russie et l'Ukraine. Et donc ce règlement, il vise finalement à consolider les sanctions contre les opérateurs russes et il touche les contrats de la commande publique. Alors les contrats à la commande publique, ce sont ceux qui sont happés par le droit communautaire, donc c'est essentiellement les marchés publics d'une part et les concessions d'autre part, concessions de services, de travaux ou concessions mixtes. Et comme c'est un règlement européen, il est d'application immédiate, donc il est entré dans notre ordre juridique sans qu'il y ait besoin d'une transposition par une loi ou un décret national, et donc il touche les contrats de la commande publique qui sont évidemment au-dessus des seuils européens. L'idée de ce règlement, c'était vraiment dans la mouvance des sanctions qui ont été prises contre la Russie par l'Union européenne. L'idée, ça a été de dire il faut éviter tout commerce avec la Russie, donc éviter qu'il y ait finalement une dynamique de l'économie et permettre à l'économie russe d'être dynamisée, notamment par tout ce qui est achat ou service. Et donc le règlement a considéré que tout ce qui était contrat de fourniture, de travaux, de prestation de services ou gestion d'équipements ou d'infrastructures ne devait pas bénéficier à des opérateurs russes. Donc l'idée de ce règlement, ça a été finalement de geler le commerce entre les opérateurs russes et les pouvoirs publics, dont on sait qu'ils sont quand même un gros pourvoyeur d'économie, puisque ne serait-ce qu'en France, on est quand même dans une économie entre guillemets mixte, où les pouvoirs adjudicateurs sont quand même pourvoient à énormément de circulation d'économie et de contrats. Alors, ce règlement, il vise à interdire aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de confier un marché public ou une concession à des entités qui auraient des liens avec des opérateurs russes. Alors le champ d'application est très vaste puisque ce sont des opérateurs russes ou des entreprises qui ont des intérêts avec des opérateurs russes, que ces intérêts soient directs ou indirects. L'idée évidemment c'est d'avoir une assise très large pour empêcher finalement les opérateurs russes d'avoir des marchés et donc de développer du commerce avec les entités françaises. Oui, exactement. Donc en fait, c'est très important qu'aujourd'hui les personnes publiques, enfin les pouvoirs adjudicateurs au sens large, en fait prennent des renseignements sur leurs co-contractants. Normalement, ils ont ces renseignements puisque dans le cadre de ces contrats, marché public ou concession, on a évidemment l'intégralité des références des opérateurs avec lesquels on contracte et donc ils doivent se vérifier qu'il n'y ait pas d'intérêt avec des opérateurs russes. Alors, les conséquences sont très importantes puisque le règlement prévoit que tous les contrats en cours qui ont été conclus après octobre
de cette année doivent être résiliés. Donc en fait, le pouvoir adjudicateur, si son co-contractant a un intérêt avec un opérateur russe, doit procéder à la résiliation de son contrat en cours sans évidemment donner d'indemnité sur ce qu'on appelle le manque à gagner de l'opérateur russe. Alors ça, c'est un peu nouveau puisque nous, en droit administratif, aujourd'hui, lorsqu'il y a une résiliation unilatérale d'un contrat pour un motif d'intérêt général, ce qui est le cas en l'espèce, normalement, on doit indemniser évidemment les dépenses engagées, les dépenses utiles engagées, mais aussi le manque à gagner restant à courir sur la durée du contrat. Là, le règlement interdit formellement d'indemniser ce manque à gagner. Alors, il n'y a pas finalement de détails sur l'application des modalités de la résiliation. Ce qu'on sait, c'est que dès qu'on a connaissance finalement de l'existence d'un opérateur russe, indirect ou indirect, on doit procéder à la résiliation puisque une personne publique ou un pouvoir adjudicateur ne peut pas rester dans l'illégalité. Dès lors qu'il connaît l'illégalité, il doit mettre fin à l'illégalité. Donc ça, c'est très important. C'est un principe évidemment du droit, mais au-delà de ce principe du droit, le règlement prévoit que si jamais on reste dans l'illégalité, on pourrait, le cas échéant, avoir notre responsabilité engagée, une responsabilité pénale, puisque dans ce cas-là, on serait soumis soit à une peine d'emprisonnement et ou une amende. Donc ça va au-delà, en fait, il faut vraiment prendre les mesures parce que derrière, la responsabilité pénale peut être recherchée, notamment de l'élu. Oui, alors c'est un peu paradoxal puisque ce règlement il se veut d'une application très large, très stricte, avec des mesures finalement coercitives assez intimidantes pour les pouvoirs adjudicateurs. Et en fait, il y a une série d'exclusions qui sont mentionnées dans le règlement, qui touchent à des secteurs qu'on qualifierait un peu de stratégiques, type le secteur spatial, mais aussi tout ce qui est fourniture d'énergie type gaz ou pétrole. Donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal de prévoir une telle exception lorsqu'on sait que potentiellement les opérateurs russes sont fournisseurs de ce type d'énergie. Donc ça, c'est le premier champ d'exception qui est vraiment des exceptions sectorielles. Et puis après, il y a des exceptions un peu plus générales qui sont plus usuelles, on va dire, en droit de la commande publique, qui sont des exceptions liées au fait que finalement, il n'y a qu'un opérateur qui peut réaliser cette opération. Et donc, c'est cette idée un peu d'exclusivité. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, on reste en lien contractuel avec l'opérateur russe si c'est le seul à pouvoir faire l'exécution de la prestation objet du contrat. Alors quand même, les pouvoirs publics ont mis un petit verrou de sécurité sur l'application de ces dérogations, puisque dès lors qu'on veut invoquer une dérogation, il y a un mécanisme d'autorisation préalable qu'il faudra obtenir auprès de la Direction générale du Trésor. Donc en fait, ce n'est pas un blanc-seing qui essaie aux collectivités pour contourner l'application du règlement. L'idée, c'est vraiment d'encadrer ces exceptions pour qu'elles deviennent vraiment exceptionnelles par le mécanisme d'une autorisation préalable. Alors, c'est vrai que le règlement s'adresse en priorité aux pouvoirs adjudicateurs, puisque c'est elles qui ont le pouvoir de résilier, qui ont l'obligation même de résilier les contrats en cours. Donc c'est vrai que c'est elles qui ont l'initiative de la résiliation. Finalement, les entreprises, elles vont subir finalement la décision de la collectivité et l'application du règlement. Donc malheureusement, elles n'ont pas la possibilité de contester. La seule chose, évidemment, c'est qu'elles devront apporter la preuve ou la démonstration qu'il y a des intérêts d'opérateurs russes dans leur groupement ou dans leurs sous-traitants, puisque le règlement va jusqu'à la sous-traitance. Rien n'empêche après les entreprises de changer de sous-traitant. Je veux dire, on pourrait considérer que si la prestation elle n'est pas exclusive, typiquement, on pourrait changer de sous-traitant et dans ce cas-là, on est conforme au règlement et il n'y aurait pas besoin de résilier le contrat. Donc la première chose, la première finalement étape, c'est d'identifier est-ce qu'il y a des opérateurs russes ou pas et puis de voir s'il n'y a pas des mesures finalement pour pallier cette difficulté.
s'il y a demain un contentieux, le fait de maintenir la relation contractuelle serait considéré comme illégal puisque, évidemment, le droit communautaire prime par rapport au droit national et donc il faudrait appliquer, donc le juge enjoindrait le pouvoir adjudicateur de résilier. Ouais, non, parce que dans le cadre de ces contrats de la commande publique, il y a une phase généralement de candidature avant la phase de l'offre, pendant la procédure de passation, donc pendant la procédure d'attribution de ces contrats. Et dans cette phase de candidature, normalement, on a tous les éléments, on demande tous les éléments aux candidats permettant de justifier leur actionnariat, leurs relations contractuelles, etc. Donc normalement, le pouvoir adjudicateur a tous les éléments. S'il ne les a pas, ou s'il ne les a plus, ce qui est aussi potentiellement envisageable, dans ce cas-là, eh bien, il faut évidemment qu'il adresse un courrier à ses concontractants pour que les concontractants attestent, par exemple, sur l'honneur qu'ils n'ont pas d'intérêt avec des opérateurs russes. Ça peut être une solution, plutôt que de faire l'audit, d'adresser un courrier général à tous ses concontractants pour que ceux-ci attestent du fait qu'ils n'ont pas d'opérateurs russes. Alors, ce n'est pas le règlement qui prévoit des sanctions, mais c'est le Code des douanes français qui prévoit des sanctions en cas d'inapplication du règlement. Ces sanctions qui vont de peine d'emprisonnement et d'amende en fonction, évidemment, de la gravité de l'illégalité commise.